Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Tokenisé. Aujourd'hui, et contrairement à d'habitude, on va partir des registres publics de la ville de Détroit. On va essayer de faire le point sur Realty parce qu'il y en a marre des rumeurs et des faux semblants. Ensuite, et comme à chaque fois, on fera le point sur l'action collective et je conclurai avec l'actualité des RWA à travers le monde. On commence donc avec Realty. Je suis allé faire un petit tour du côté des registres de la ville et voici ce qu'il en est au 1er août 2026. 552 propriétés sont actives au 1er août. 46 ont obtenu leur certificat de conformité, le fameux COC. 46 sur 552. Ça fait 8,3% du parc qui serait alors conforme d'après les registres de la ville de Détroit. Et rappelle-toi, sans ce fameux certificat, le COC, un bien ne peut pas être loué légalement. Ce qui veut dire qu'en gros, sur l'ensemble du parc, on n'a quand même pas grand-chose qui est conforme. Niveau occupation, 347 propriétés sont louées aujourd'hui, 53 sont vacantes et 152 sont répertoriées comme inconnues. Oui, moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en gros, ni Realty, ni la ville de Détroit, ni personne, visiblement, ne sait si quelqu'un vit dans l'un de ces 152 logements. Oui, oui, pour un parc qui était censé être géré par des pros, c'est quand même assez vertigineux. 14 permis ont été enregistrés sur les 17 derniers mois. Un seul depuis le début du mois d'août, le fameux 13 933 Felding. Pour 552 propriétés, 14 permis en 17 mois, c'est moins d'un permis par mois. Et oui, il y a de quoi être très très inquiet. Même si l'objectif désormais c'est de revendre l'ensemble du parc et aller à une liquidation totale, avec aussi peu de rénovation, il faut s'attendre à des ventes au rabais et à perdre énormément d'argent. Niveau amende, d'après ce que j'ai vu, on en est à 513 335 dollars, mais je pense que c'est beaucoup plus. En tout cas, c'est ce que Realty doit aujourd'hui officiellement à la ville de Détroit pour de nombreuses infractions d'insalubrité, les différentes taxes qu'ils n'ont pas encore réglées et les autres coûts qui leur sont redevables. Et cette semaine, 31 nouveaux tickets ont été émis pour 9 052 dollars supplémentaires. Niveau COC, Realty en a obtenu 11 sur les 224 derniers jours. Et pour te donner un ordre d'idée, pendant ce temps, Détroit a délivré 3400 COC sur la même période. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire que malgré tout ce que Realty nous dit, les travaux n'avancent clairement pas. Revenons à présent sur l'accord avec le fiduciaire. Au départ, l'accord prévoyait que Charles Bullock délivre entre 35 et 46 aussi d'ici à la fin octobre 2026. Puis les objectifs ont été tranquillement revus à la baisse. Et finalement, le nouvel accord prévoit toujours entre 35 et 46 aussi, mais cette fois-ci par trimestre. Là, on est au 12 août, au moment où j'enregistre ce podcast, et il reste un peu moins de 2 mois avant l'échéance. Il manque donc encore plus d'une vingtaine de COC pour atteindre l'objectif. Et ce que ces chiffres révèlent, c'est que le rythme du redressement du parc est déjà très en deçà de ce qui avait été annoncé. Et ça, c'est clairement inquiétant. Car de mon point de vue, c'était la seule bonne nouvelle envisageable à long terme. Et je regrette déjà de m'être pensé sur ces chiffres, car aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que Realty, c'est juste une perte sèche. Face à tout ça, la question qui revient donc en boucle dans les commentaires, c'est est-ce qu'il faut ou non rejoindre la plainte collective? Est-il déjà trop tard? Pour le moment, les inscrits avant le 30 juillet font partie de la première vague. C'est ce dossier qui va donc partir chez le procureur en fin d'année 2026 et le premier retour pour les retardataires est attendu en octobre 2026. Et donc si ça t'intéresse, bah, tu as encore un peu de temps pour pouvoir y réfléchir. Puis comme tu peux le constater, de toute façon, cette plainte collective est en train d'évoluer. Donc peut-être que tu as tout intérêt à attendre, voir comment ça évolue, et ensuite te positionner. En tout cas, moi, de mon côté, c'est ce que je vais faire. Sur ce sujet d'ailleurs, plusieurs plaignants de la première heure avaient demandé à doubler ou tripler les frais pour ceux qui attendent. Maître Delhommel a refusé. La raison est à la fois éthique et juridique. Déjà, s'il y a une différence de traitement entre les plaignants, cela fragilisera le dossier en procédure et pourrait créer une rupture d'inégalité qui pourrait alors être exploitée ensuite par la défense. C'est donc une décision stratégique, pas de la générosité en soi, mais ça reste une bonne nouvelle pour toutes les personnes comme moi qui n'ont pas encore rejoint cette action collective. D'ailleurs, tous les plaignants inscrits recevront une invitation à un call d'1 heure avec l'équipe juridique en octobre. Ce sera un call avec des questions-réponses en direct et à partir de l'automne, une newsletter mensuelle sera même publiée régulièrement.
Les informations ne sortiront donc pas publiquement, elles seront diffusées uniquement par courrier aux plaignants pour ne pas alimenter la partie adverse. Et maintenant, autre sujet tout aussi intéressant, c'est l'alerte fiscale dont personne ne parle. Plus de 70% des plaignants de l'action collective ne seraient en effet pas en règle fiscalement. Leurs revenus locatifs Realty versés en stablecoin sur la blockchain n'auraient pour la plupart pas été déclarés. Et voilà ce que ça veut dire concrètement. Si tu as investi sur Realty et touché des loyers en USDC depuis 2020, ces loyers auraient dû être déclarés comme des revenus de valeur mobilière. Bon, je suis d'accord que ce n'était pas très clair à l'époque et que ça ne l'est toujours pas aujourd'hui, mais si tu ne l'as pas fait, rejoindre une plainte pénale peut te mettre dans le radar du PNF. Pourtant, il y a quand même une bonne nouvelle parce que la qualification de securities en tant que valeur mobilière sur les tokens Realty, ça ouvre également un mécanisme fiscal. En effet, si tu l'as déclaré ou si tu comptes le faire à terme, les pertes en valeur mobilière peuvent être imputées sur les exercices suivants pendant 10 ans. Alors bien sûr, ça ne va pas tout réparer, mais ça transforme quand même une perte sèche en un avantage fiscal que tu pourras étaler sur une décennie entière. Donc mon conseil, avant de rejoindre la plainte collective, parle déjà avec un expert comptable ou un avocat fiscaliste. Au minimum, regarde ce que tu as déclaré sur le centre des impôts, mets tout ça à jour et après, si ça t'intéresse, bah, rejoins cette plainte collective. Maintenant, concernant le patrimoine personnel des Jacobson, des rumeurs font état d'un patrimoine supérieur à 50 000 dollars et qui serait dissimulé derrière des trusts à l'étranger, notamment au Panama, au Mexique et aux Caraïbes. Pour rappel, les propriétés du Panama sont déjà enregistrées au nom de Rémi Jacobson et celles au Mexique lui appartiennent également en nom propre. Donc ça fait quand même pas mal de capitaux qui sont mobilisables, à voir si la justice décide de s'en saisir ou non. En tout cas, ce qu'on sait avec certitude, c'est que Jean-Marc n'apparaît jamais sur les contrats d'hypothèque signés à Détroit fin 2020. Ils sont tous signés par Rémi Jacobson ou par une certaine Chérie. Ce détail a une importance juridique car si Jean-Marc n'est pas signataire des actes, sa responsabilité personnelle sera peut-être un peu plus difficile à établir. Mais si une véritable fraude est enfin démontrée, et comme tu le sais, les aliments sont en train de s'accumuler de plus en plus, alors le voile social pourra être levé. Affaire à suivre car dans tous les cas, ça va prendre énormément de temps et pour le coup, les frères Jacobson sont plutôt bons niveau justice car ils ont une certaine expérience de la question. Allez, à présent, on sort de Détroit parce que pendant que Realty s'effondre, il se passe aussi des choses très intéressantes dans le monde des RWA. Des choses qui me donnent notamment envie de réinvestir dans ce secteur. Déjà, la première bonne nouvelle, c'est Hyperliquid. Car pour la première fois dans l'histoire des marchés, les RWA ont enfin dépassé la capitalisation des cryptos en volume de trading. En gros, depuis le début du mois d'août, les actifs du monde réel sont à 54% du volume total de la plateforme Hyperliquid, surpassant ainsi le trading sur Bitcoin, Ether et toutes les autres cryptos que tu peux connaître. Aujourd'hui, la tendance, c'est les RWA. Et pour nous qui nous intéressons à ce secteur, c'est plutôt une excellente nouvelle. En parallèle, la Banque d'Angleterre développe également un projet de synchronisation de l'ensemble de son écosystème de règlement en temps réel avec la blockchain. Et le BCG projette jusqu'à 88 000 milliards de dollars de RWA tokenisés d'ici à la fin 2035. Bon, on a parlé de l'actu de Realty, celle des RWA. Parlons à présent de quelque chose qui me réjouit en ce début du mois d'août. Bolero. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses à se dire car la plateforme a sorti deux nouveaux catalogues, les résultats du trimestre de 2026 et les chiffres annuels de la SACEM. Donc on va prendre le temps que ça mérite et on va essayer d'étudier tout ça en détail. Commençons déjà par le catalogue London Underground. C'est le premier catalogue de musique house de Bolero, issu d'une collaboration entre One House X Limited. Il comprend 12 titres d'Elisa Rose, une figure du renouveau de la British House. La pièce centrale du catalogue, Bota, c'est quand même 872 millions de streams, certifié platine dans 9 pays, numéro 1 au Royaume-Uni et en Irlande, 1457 playlists officielles qui incluent ce titre, et la semaine dernière, Marriott International, la plus grande chaîne hôtelière mondiale, qui a acquis les droits de licence pour synchroniser justement ce titre Bota dans toutes ses campagnes publicitaires mondiales.
Une synchronisation publicitaire mondiale, ça veut dire des revenus supplémentaires immédiats et récurrents sur ce catalogue. Mais le plus intéressant, et je pense que c'est vraiment sous-estimé, c'est la fameuse clause Warner. La sous-licence d'exploitation Warner Music UK sur ce catalogue va expirer en 2038. À cette date donc, les revenus perçus par le catalogue seront quadruplés. Bolero prévoit de valoriser cet événement lors de la revente finale du catalogue. Ce qui veut dire que l'investisseur qui entre aujourd'hui et qui ferait le choix de rester jusqu'en 2038 ou jusqu'à la revente va bénéficier d'une valorisation potentiellement extrêmement importante de son actif à l'approche de cette date. Le ticket d'entrée aujourd'hui, c'est 100 euros minimum avec des parts à 5 euros. Et déjà avant même l'ouverture publique, il y avait 180 500 euros qui avaient été réservés en précommande par la communauté. C'est quasiment la moitié du catalogue qui avait déjà trouvé preneur avant le lancement. Sinon, Bolero a sorti un deuxième catalogue, le fameux French Drill Volume 1. Ici, le profil est complètement différent. On parle de 50 titres du label 140 briques, plus de 500 millions d'écoutes cumulées, dont le dernier single No Stress sorti récemment a explosé les records. Le chiffre qui attire immédiatement l'œil, ce sont les 16,20% de rendement promis, mais ce qui m'intéresse le plus sur ce catalogue, c'est le PRR, le Price to Revenue Ratio. En effet, Bolero a acquis ses titres pour 199 279 euros. Ses droits ont généré 32 345 euros de revenus sur les 12 premiers mois de référence, ce qui donne un multiple d'acquisition de 6,16 pour moins de 7 fois les revenus annuels. En gros, pour te donner une comparaison, dans l'industrie musicale traditionnelle, les catalogues sont habituellement acquis entre 8 et 18 fois les revenus annuels. Un multiplicateur inférieur à 7 fois, c'est une entrée à un prix potentiellement extrêmement avantageux. Les versements sont semestriels et Goldman Sachs prévoit une croissance du marché de la musique enregistrée de plus de 54% d'ici à 2030. Si cette projection se réalise partiellement, les revenus du catalogue augmenteraient avec ce marché. Et c'est justement là-dessus que je vise, car c'est la raison pour laquelle j'ai investi sur ce catalogue. Les résultats du deuxième trimestre pour Bolero sont assez impressionnants également, car Bolero a redistribué 41 087 euros de redevances au deuxième trimestre 2026, provenant de 14 sources différentes, ce qui lisse naturellement les effets saisonniers. Le rendement annuel moyen historique sur 12 mois, c'est 10,4% net de frais, et pour information, 68% des investisseurs Bolero choisissent de réinvestir automatiquement leurs redevances et une fonctionnalité d'investissement automatique est justement en cours. Tu peux déjà la voir sur la plateforme, mais elle sera surtout valide à partir de septembre 2026. Et maintenant, pour finir, j'avais envie de te poser la question qui divise. En regardant les 46 COC sur les 552 propriétés à Détroit, les 9 000 $ d'amende supplémentaires cette semaine et l'objectif des 35 à 40 COC d'ici à la fin octobre, est-ce que tu penses encore que le fiduciaire Charles Bullock peut véritablement redresser la situation à temps pour Realty? Dis-le moi en commentaire, mais pour ma part, je n'ai plus confiance en qui que ce soit. En tout cas, j'ai vraiment hâte de savoir ce que t'en penses. Et si tu veux aller un peu plus loin, je t'invite à jeter un œil à ma chaîne principale S'émanciper, où je t'explique justement comment utiliser Bitcoin au quotidien et pourquoi j'y investis presque toutes mes économies. Si cela t'intéresse, clique sur le lien en description. Et en attendant, je te laisse avec mes autres podcasts sur l'immobilier tokenisé. Je te dis à la prochaine, très bon dimanche.